merci à tous d'être venus pour cette conférence et merci aux personnes qui sont en distanciel. Donc, c'est une conférence entre le Club Cyber et le Club Influence. Aujourd'hui, on accueille deux intervenants qui viennent du pôle confiance numérique de chez AFNOR Certification, Arthur Ribémont et Brice Gilbert, qui viennent pour nous parler d'un sujet qui est particulièrement d'actualité, puisqu'ils parlent de confiance numérique, d'autonomie stratégique et des normes qui les entourent. Donc, je vous laisse, pour les personnes qui sont sur Zoom, poser vos questions sur le chat. On va les prendre au fur et à mesure et on les posera aux intervenants à la fin de la conférence. On se gardera un petit quart d'heure. Et voilà, je vais vous laisser, messieurs, prendre la parole. Merci beaucoup. On va essayer de voir si ça marche. Allez-y. C'est tout bon. C'était très bien dit. On va vous présenter aujourd'hui l'intérêt stratégique des normes et de la certification pour la confiance numérique. Préambule important. On est jugé partie dans cette présentation de l'AFNOR certification. Forcément, on voit un intérêt stratégique. Mais ce qui était important de préciser, c'est qu'avant qu'on intègre l'AFNOR, de par nos expériences respectives au sein d'une start-up sur le RGPD et Brice sur l'informatique industrielle, on avait tous les deux, on était convaincus pertinemment que la certification et les normes étaient vraiment indispensables pour la réussite économique des entreprises et pour le développement et la croissance. Donc aujourd'hui, on va vous présenter certains sujets. Alors, on va justement repositionner un peu tout le contexte à partir de 1989 jusqu'à nos jours autour du numérique, et évoquer ce que c'est que la confiance numérique et ce qu'on entend par ce terme. Les normes illustrées par le spectre de la cybersécurité, puis ensuite la certification par celui du RGPD. Et enfin, on terminera par toute la convergence stratégique à travers deux sujets d'actualité, le règlement sur l'intelligence artificielle et peut-être une certification dont vous avez entendu parler, qui est EUCS. Alors, pour commencer, très important, 1989, vous connaissez peut-être cette date, c'est l'invention du web par le CERN en Suisse. On est entre les années 1989-2000 sur un web qu'on appelle un web finalement un peu plat, le web 1, d'une certaine manière. C'est le web des blogs, le moteur de recherche avec l'arrivée de Google, le début du e-commerce. Il y a finalement très peu d'interactions sur ce web. C'est un web plutôt descendant où les scientifiques échangeaient avant ça des données. Et là, donc, on fait simplement, finalement, on consulte le web pour accéder à de l'information. Il y a ensuite un deuxième temps, à partir des années 2000 jusqu'aux années 2020, ce qu'on va appeler le web 2.0. Là, ici, on est vraiment plutôt sur un web interactif avec donc le développement des CMS, des types WordPress, avec les plateformes, bien entendu Facebook qui fait son apparition en 2004, et le web communautaire à travers un exemple comme Wikipédia qui permet finalement d'interagir. On est vraiment sur une autre conception du web où les utilisateurs sont vraiment des créateurs et on arrive sur finalement ce qu'on appelle le big data avec la gestion des données qui sont générées sur un nouvel usage finalement des données, des nouveaux business models qui se construisent et qui sont développés à ce moment-là. En 2013, c'est le moment, alors on est quand même un certain nombre d'années, un peu plus de 20 ans après la création du web, l'Europe, à travers sa stratégie cyber, a fait cette déclaration que l'Internet sans frontières et multicouches est devenu l'un des moteurs les plus puissants du progrès mondial, sans surveillance ni réglementation de la part des pouvoirs publics. Et en fait, le constat qu'à l'heure actuelle, en 2013, il n'y avait aucune réglementation qui était existante et qui permettait finalement de pouvoir réguler tout ce qui se passait sur cet univers numérique. Les lois finalement du monde physique ne s'appliquaient pas dans le monde virtuel. Et un constat aussi important, près d'un tiers des Européens ne sont pas confiants lorsqu'ils utilisent Internet pour effectuer des opérations bancaires ou des achats. Donc là, on voit apparaître effectivement cette notion de confiance et le fait que pour finalement les consommateurs, pour tous ceux qui vont finalement contribuer à l'essor économique du web, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business. Et donc, finalement, tout le modèle économique du web, d'une certaine manière, s'écroule et donc met à mal finalement toute le potentiel stratégie de développement sur le numérique. Donc, ce constat qui date de début 2013, février, si je ne dis pas de bêtises, arrive au bon moment, parce qu'en 2013, on a un scandale, vous avez tous entendu parler, le scandale révélé par Snowden, le scandale Prism, qui démontre que la NSA a réussi à collecter finalement et écouter tout ce qui se passe dans le monde entier. On prend conscience, en fait, tout le grand public, que les données qu'on génère à travers Facebook,
travers Twitter, à travers nos achats, à travers tout ce qu'on peut faire sur le numérique, est potentiellement collecté par des entités qui ne sont pas celles à qui on les donnait. Ça, c'est révélé au grand jour à ce moment-là. 2016, Cambridge Analytica, dans le cadre de l'élection présidentielle. Pareil, on s'appuie sur les données. Et là, par contre, on fait le constat que potentiellement, l'usage des plateformes et l'usage des données personnelles peuvent être utilisés pour pouvoir contrôler une élection. Et donc, du coup, ça impacte fortement la démocratie. Donc, il y a encore finalement un niveau de conscience encore plus haut qui s'élève pour considérer que le web est potentiellement une véritable arme et qu'il est vraiment important de pouvoir mettre en place des garde-fous pour défendre ces usages. Et puis depuis, on voit monter progressivement des critiques à l'égard des grandes plateformes. On appelle aussi les GAFA, des critiques alors des GAFA pour les Américains, côté chinois, il y a aussi ce qu'on appelle les BATX, qui sont les grandes plateformes finalement, qui sont ce qu'on appelle des gatekeepers et qui font en sorte d'être une porte d'entrée vers le web. Globalement, avec Facebook, donc aujourd'hui la galaxie Meta, c'est 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook. On a WhatsApp qui va aussi dedans, Instagram. Donc, à travers tout, c'est finalement ces grandes plateformes qui commencent aujourd'hui à prendre le contrôle du web. Et même aux États-Unis, qui est pourtant leur terre native, s'élèvent des critiques. Et aujourd'hui, on le voit, il y a même des notions de démantèlement qui sont prononcées à l'encontre de ces plateformes. Donc là, on était juste en 2020. 2020, ça n'aura échappé à personne, c'est une année charnière avec l'arrivée du Covid, la crise sanitaire. Et alors, très bonne nouvelle, hein, finalement, il y avait le développement justement de ce cyberespace qui est un peu servi de refuge. On a pu faire tout ce qu'on faisait dans le cadre du monde physique, c'est-à-dire travailler, pouvoir même suivre finalement des concerts, etc. On a pu continuer dans le cadre du numérique, on a pu continuer finalement à vivre un peu comme si de rien n'était, au moins dans ce cyberespace. Ça a également contribué à accélérer la transition numérique avec typiquement le télétravail, comme j'avais cité, les pouvoirs publics aussi qui sont mis à davantage se digitaliser, et puis les événements culturels. Vous avez vu ce qui avait été organisé sur Fortnite, par exemple, des concerts qui ont réuni des millions de personnes sur ces événements culturels. On a également un point important, une maturité, une convergence des technologies, là, à la fois à travers le cloud, qui est de plus en plus adopté par les entreprises, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'Internet des objets, la blockchain. Et tous ces sujets-là qui convergent aujourd'hui amènent à réflexion. Finalement, est-ce qu'on va encore vers plus de numérique, vers ce qu'on appelle le métaverse d'une certaine manière, vers les vies virtuelles? Et vous l'aurez vu, il y a quand même quelques signaux qui traduisent le fait qu'il y a un véritable intérêt. Facebook qui se renomme pour devenir Meta, Microsoft qui rachète Activision Blizzard pour 70 milliards. Voilà, ça montre quand même qu'il y a potentiellement aujourd'hui un vrai virage qui est en train de s'effectuer et potentiellement le métaverse qui va peut-être s'imposer, alors sous quelle forme, etc. Après, ça reste à déterminer. Mais quoi qu'il en soit, ce sujet du métaverse s'appuiera globalement sur tout ce qu'on a pu voir là, le cloud, l'Internet des objets, notamment par les casques connectés, la blockchain, notamment pour générer derrière tout ce qui est monnaie virtuelle et du coup, échange financier sur les plateformes. Et ça génère des problèmes qui sont finalement les mêmes que ceux qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle. La protection des données, la sécurité de l'information, l'éthique des données, ce qui est lié aussi à la reconnaissance faciale lorsqu'on met le casque, qui va finalement interroger et qui fait finalement que renforcer les questions, enjeux qui se cachent derrière tous ces sujets-là. Et puis, la crise sanitaire, elle a aussi une autre accélération, c'est qu'elle a accéléré la pénurie finalement des composants électroniques. Et puis, tout le monde devient de plus en plus connecté. Donc, ça crée quoi derrière? Finalement, plus de cyberattaques, beaucoup plus de potentiel pour les pirates. Donc aussi, on parlait de beaucoup plus d'entreprises qui sont touchées par ces cyberattaques, et notamment tous les secteurs. Et puis, vous l'avez peut-être vu, notamment à travers la PFUE, le fait que la France ait pris la présidence de l'Union européenne. Les sujets de souveraineté sont vraiment aujourd'hui portés au niveau européen pour vraiment se poser les questions par rapport à ces enjeux. Également, bien entendu, d'interopérabilité. Typiquement, le métaverse, on va plutôt dire les métaverses, comme on dit les grandes plateformes aujourd'hui. Lorsque vous êtes sur WhatsApp, vous ne pouvez pas communiquer avec Messenger, vous ne pouvez pas communiquer avec deux applications. Chaque application
Et dans Silo, ça devrait fonctionner de la même manière avec le métaverse. La question d'interopérabilité est vraiment au cœur du numérique et des enjeux. Du coup, l'UE, sur tout ce constat, sur tout ce qu'on a pu voir, elle a quand même fait, elle a des ambitions toute la décennie qui va venir, notamment pour faire en sorte de pouvoir mieux investir le champ cyber, être aujourd'hui une véritable puissance et donc pouvoir reprendre le contrôle. Il y a beaucoup de textes réglementaires qui sont soit en projet, soit des propositions, notamment le règlement sur la gouvernance des données, le règlement sur les puces qui a été récemment dévoilé par Thierry Breton, DSA, DMA, EDAS, parlera après. Tous ces sujets-là ont vocation à pouvoir repositionner l'Europe au cœur du sujet. Et également, tout début février, une nouvelle stratégie de normalisation qui a été portée par la Commission européenne, et là qui a vocation à véritablement pouvoir recentrer la prise de décision au niveau des représentants des organismes de normalisation nationaux. Là, l'objectif, c'est véritablement que les normes qui soient réalisées le soient en tenant compte finalement des enjeux européens et uniquement des enjeux européens et pas des enjeux internationaux, parce qu'elle concerne en particulier l'Europe. Et bien entendu, toute cette instabilité technologique et réglementaire nécessite de la réassurance pour l'essor économique et pour cela, rien de mieux que la certification. Donc, dans tout ce contexte qu'on vient de voir, finalement, toute cette instabilité, il y a un besoin de confiance numérique. Confiance, c'est l'action de se fier à autrui, de confier une mission. On peut le résumer, finalement, c'est un transfert de charge qui, je ne schématise pas A vers B. Finalement, A c'est une prise de risque calculée de A qui, pour que B réalise bien cette mission. Typiquement, si vous appuyez sur une entreprise qui dit qu'elle va protéger vos données, vous faites confiance sur le fait qu'elle va protéger vos données. Et vous pouvez renforcer ce niveau de confiance, par exemple, avec des signes de reconnaissance et des certificats. La confiance numérique, justement, on l'a définie sur 3 axes, 2 piliers, sécurité et protection des données, et bien entendu, toute cette notion de transformation numérique qu'on vient d'aborder dans la première partie, qui montre bien que toutes les choses évoluent et qu'il faut vraiment pouvoir être à la page sur ces sujets-là constamment. Derrière la protection des données, et bien entendu tout ce qui touche au principe du RGPD, on a aussi l'intelligence artificielle, la notion d'éthique des données, tout ce qui va toucher à la santé, big data, etc. Sur la sécurité de l'information, on est plutôt là sur de l'infra, sur le cloud, sur les systèmes d'information, sur tout ce qui va permettre finalement à une entreprise d'avoir un système pour communiquer. Et puis, cette confiance numérique, elle s'appuie à la fois sur de la réglementation, et qui est d'ailleurs vraiment en pleine transformation aujourd'hui, et puis sur ce qu'on appelle de la soft law, du droit souple, des normes, des lignes directrices qui sont éditées par exemple par l'ANSSI, par la CNIL, par le DPD, qui est le Comité européen de la protection des données, qui vont permettre finalement d'accompagner les entreprises dans la mise en place de cette confiance numérique. Point important à mentionner, quand on regarde les textes réglementaires qui citent le titre de confiance, le terme confiance au niveau de leur titre, typiquement la LCM, loi pour la confiance de l'économie numérique, ou EDAS, identification électronique et service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. On est là sur 2 réglementations qui ont trait au commerce électronique. On voit bien que finalement, la notion de confiance, elle est indissociablement liée au commerce. Donc là, on va s'intéresser à la notion de confiance et en particulier aux textes de référence qui sont associés à cette confiance. On va voir comment les textes de référence ont été élaborés au cours de l'histoire et comment s'est construit leur légitimité. Comment ces textes de référence, qui les a construits, quelle était la légitimité des acteurs, comment ils se sont imposés sur le marché. Et on aurait pu prendre des textes de référence en lien avec la cybersécurité des produits, des logiciels, là pour illustrer cette historique qu'on a pris en exemple, en cas pratique, l'organisation de la cybersécurité dans les entreprises. Donc ça a commencé dans les années 80. Donc il y a les pays qui se sont posés cette question d'élaboration de textes de référence avec des bonnes pratiques ont été principalement au départ
les pays anglo-saxons, les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc ça, c'est culturel, hein. Ça vient du fait aussi que c'est des pays qui ils sont très axés sur la conformité, le besoin de compliance, le besoin d'avoir des règles. Ils étaient les premiers aussi peut-être à se positionner sur ces marchés du numérique. Donc, l'Information System Audit and Control Association, l'ISACA, aux États-Unis dans les années 80. Donc, c'était une association d'experts, une association d'experts qui était d'experts en gouvernance et en audit en cybersécurité, ont construit à la demande du département de la défense américain un référentiel CMMI pour mesurer la qualité de service rendu par les fournisseurs de logiciels informatiques de ce département. Donc là, on voit que c'est le secteur public qui a poussé à la création d'un référentiel de bonnes pratiques pour avoir de la confiance, pour apporter de la confiance sur son choix de sous-traitant. Parallèlement à ça, au Royaume-Uni, là encore, c'est le secteur public, à travers l'Office public britannique du commerce. Et c'était dans le cadre pareil, dans le cadre du fait d'apporter de la confiance dans ses sous-traitants, a poussé à l'élaboration d'un référentiel, le référentiel utile, pour avoir une meilleure utilisation des services informatiques et des ressources associées. Donc le but, c'était de maîtriser les sous-traitants informatiques du secteur public. Donc depuis, ce qui est intéressant, c'est que ce référentiel qui appartenait, ce texte de référence qui appartenait à un acteur public britannique, ils ont vendu la propriété à moitié. Ils ont créé une joint venture et ils partagent la propriété à moitié avec un cabinet de conseil Capita. Donc ça, c'est un modèle de référentiel actuellement qui est partagé entre le secteur public et privé. Donc ça, c'est les premières questions qu'on s'est posées étaient là. Comment gouverner, quelle gouvernance mettre en place pour un système d'information? Il n'y avait pas encore la question de cybersécurité, c'est venu après. Début des années 90, aux États-Unis, le standard SAS 70 a été élaboré par l'AICPA, donc les experts comptables, l'association d'experts comptables américains. Ils avaient besoin de confiance concernant le contrôle de la qualité d'un service externalisé. Donc là, on est encore dans le cas de besoin de confiance pour choisir son sous-traitant dans le cadre d'un service numérique. Et donc on voit que ces acteurs, ce sont des acteurs privés, et ça, c'est une spécificité du marché américain, je dirais, qui se repose beaucoup plus sur des textes apportés par le secteur privé que nous. On va attendre beaucoup plus de développement, d'invention de la part de notre secteur public au travers de la normalisation en particulier. Donc on voit que ce référentiel a été créé. Il servait à contrôler donc les prestataires informatiques. Il mettait en place quelques mesures concernant la cybersécurité, mais ce n'était pas encore ça. C'est venu vraiment aux alentours des années 1995 et 1996. Donc aux États-Unis, le référentiel COBIT a été élaboré par l'ISACA, la même association d'experts en audit informatique qui avait élaboré CMMI. C'était un référentiel de bonnes pratiques d'audit informatique et de gouvernance des systèmes d'information avec une partie cybersécurité. Et en Europe, au Royaume-Uni, on voit que ce n'est pas la même culture qu'aux États-Unis. Ils ne se sont pas tournés vers le secteur privé pour élaborer cette norme. Ils ont choisi pour élaborer ce texte, ils ont choisi d'élaborer une norme. Donc les normes, je vais présenter après ce qu'on entend par norme, sont des textes d'intérêt général qui peuvent être associés au secteur public, si vous voulez. Et cette norme, la BS 7799, était elle aussi un code de bonne pratique pour assurer la sécurité du système d'information. Elle a été élaborée par le British Standard Institute, donc l'équivalent britannique de l'AFNOR. Et donc ce texte, on va voir comment est élaborée une norme, mais ça mélange, ça met autour de la table toutes les parties intéressées, toutes les parties prenantes d'un domaine, à la fois du secteur privé et public. Enfin, j'avais parlé du standard SAS 70 en 1992 qui servait à maîtriser un prestataire informatique. Il a été complété en 2011 par un rapport dédié à la cybersécurité, le SOC 2. Donc ça, c'est des prestations plutôt à vocation sur le marché américain, mais ils ont réussi à les transposer au niveau international, à les imposer au travers de la norme du standard ISAE 3402. Donc là, on voit l'exemple d'un texte américain qui est transposé au niveau international et qui va influer sur le monde. Et enfin, concernant cette norme britannique, il faut savoir que les Britanniques ont réussi à l'imposer au comité ISO, à la transformer en norme ISO.
moyennement modulo quelques ajustements apportés par différents pays. Donc cette norme qui avait vocation à être appliquée sur le marché britannique a été transformée en norme ISO 27001 qui s'impose sur toute la planète. Donc qu'est-ce qu'une norme? Je vais parler de normes, notamment au travers de la norme britannique et de la norme ISO. Donc la normalisation, une norme, c'est un texte qui peut contenir des recommandations, des exigences, des lignes directrices. Et donc ce texte, ce qui fait sa force, c'est qu'il va être élaboré par toutes les parties prenantes d'un domaine, tous les experts informatiques, qui sont issus du secteur privé, qui sont issus du secteur public. Par exemple, dans les comités de normalisation en France, on a des gens qui sont de grandes entreprises françaises du numérique, qui sont également dans des grandes entreprises d'entités françaises de grands groupes américains. On a des gens de chez Microsoft, on a des gens du ministère de l'Intérieur, on a des gens de différents cabinets de conseil. Ils se réunissent, ils se mettent autour de la table et ils élaborent un texte et ils le valident par consensus. Consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord à 100%, que ce texte doit être unanime, c'est-à-dire que ce texte ne doit pas avoir d'opposition substantielle. Personne ne doit être opposé avec des arguments substantiels au texte final. Donc, une fois que ce texte a été élaboré, il va être légitime sur le marché. Pourquoi? Parce que tout le monde aura participé et tout le monde se sera mis d'accord. C'est ce qui fait la force d'une norme. Donc, il y a plusieurs comités de normalisation. En France, l'organisme qui s'occupe d'élaborer les normes, c'est l'AFNOR. J'ai mis 2 exemples de comités qui sont connus et qu'on va évoquer aujourd'hui. Le comité SC27. Donc ça, c'est un comité qui a vocation à participer aux travaux des normes ISO, des normes internationales. Et le comité CN 171, lui, c'est un comité qui va servir à élaborer des textes pour le marché français. Voilà, donc on a des comités qui vont servir à élaborer des textes de référence pour le marché français et d'autres qui vont servir à participer aux textes à vocation européenne et internationale. Et donc, quand on élabore un texte qui ne va pas seulement être élaboré, qui va être à vocation européenne ou internationale, donc le groupe de travail français représenté par l'AFNOR va ensuite délibérer, se réunir avec les autres représentants nationaux de normalisation. Donc, aux États-Unis, c'est l'ANSI qui est le représentant national. En Chine, c'est le SAC. En Allemagne, c'est le DIN. En Grande-Bretagne, le BSI. Et au Japon, le GISC. Il y en a beaucoup comme ça qui se réunissent et se mettre d'accord pour, là encore, avoir un consensus autour de normes européennes ou autour de normes internationales. Donc, les comités internationaux, on a mis les noms pour les retenir ou pas. Il y a l'ISO qui va élaborer les normes ISO, IEC qui va élaborer les normes dans le domaine de l'électrotechnique, donc la confiance numérique, mais plutôt l'électrotechnique. UIT, c'est pour le secteur des télécoms. On a également d'autres organismes sectoriels qui peuvent intervenir, notamment un organisme, le SAE, qui va s'occuper des normes en lien avec l'automobile au niveau international. Quand il y a une norme de cybersécurité dans le milieu automobile qui est élaborée, le comité ISO et ce comité sectoriel se réunissent et se coordonnent. Voilà, on a des coordinations comme ça. Et au niveau européen, les comités que vous pouvez retenir, c'est le CEN-CNLEC, qui sont les pendants de l'ISO et de l'IEC au niveau européen, et l'ETSI, qui est le pendant pour les télécoms de l'UIT au niveau européen. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des normes qui vont s'appliquer soit au marché français, soit au marché européen, soit au marché international. Et donc, on vous a mis des exemples de groupes de travail dans le domaine de la confiance numérique, des technologies d'information. Donc, vous avez tous les groupes de travail en vert, ça s'appelle des sous-comités. Et chacun des sous-comités va être sous le secrétariat, on appelle ça un secrétariat d'un pays. Ce pays va être désigné au départ quand le comité va être créé. Et c'est ce pays qui va un peu diriger les débats, diriger les discussions, en restant impartial et indépendant. Mais c'est un vrai avantage d'être secrétaire parce qu'en plus, quand un pays est le secrétariat d'un sous-comité pour élaborer des normes, il l'aura à vie. Sauf si on prouve qu'il a effectué des actions qui ne respectaient pas son code de conduite. Et du coup, ce qu'on peut voir dans le secteur du numérique, ce qui est intéressant à constater, c'est que la France a le secrétariat d'un seul comité dédié le SC35, dédié aux interfaces utilisateurs. Les groupes ad hoc, c'est des comités qui vont être
le but va être de traiter un sujet précis. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La France a le secrétariat d'un groupe ad hoc, le AG14, qui va être dédié à la facilitation de l'intégration des systèmes. Et ce qu'on peut voir, c'est que les États-Unis sont beaucoup positionnés. Par exemple, pour le biométrie, ils sont positionnés en premier. Cloud computing, ils sont positionnés. Et les Chinois sont stratégiquement positionnés sur tout ce qui est smart cities et ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est intéressant à voir que les pays ils vont avoir comme ça des positionnements stratégiques pour influer et pour essayer d'apporter leur valeur, leur méthodologie d'élaboration des textes. Voilà. Donc, on a parlé de l'élaboration de la norme ISO 27001. Donc, la norme ISO 27001, pour organiser la cybersécurité en entreprise, c'est le standard international. C'est la norme qui est reconnue le plus dans le monde entier. Elle est très appliquée en Asie. On va en parler par la suite. Et à la suite de son élaboration, donc on voit que l'historique de son élaboration, ça fait suite à des années de discussion qui mêlaient experts du secteur privé et du secteur public. Et depuis qu'elle a été élaborée, donc on voit que c'est un succès et qu'elle fait office de vraiment texte de référence en la matière. Elle a été reprise dans l'élaboration de nouveaux textes de référence. Par exemple, l'ANSSI en France, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, quand elle a voulu créer un référentiel, un texte de référence pour les hébergeurs de données, mais un référentiel de haut niveau pour les hébergeurs de données qui hébergent les données des organismes d'importance vitale ou des ministères, par exemple, des ministères stratégiques. L'ANSSI trouvait que l'ISO 27001 n'était pas un gage de confiance suffisant. Donc, elle élaborait un texte de référence qui se base sur la 27001, qui reprend la même structure, mais qui l'enrichit avec des mesures additionnelles de très haut niveau. D'ailleurs, c'est un référentiel tellement difficile, tellement exigeant qu'actuellement, il y a seulement 5 entreprises en France qui sont certifiées. Mais bon, ça viendra. L'Agence du numérique en santé, une autre agence étatique française, donc ce n'est pas une agence étatique, c'est un groupement d'intérêt public. C'est un groupement qui mélange à sa gouvernance des entreprises privées et des entreprises publiques. Ils ont créé un référentiel. Donc là, c'est toujours pour les hébergeurs de données, mais pas pour les hébergeurs de données des ministères ou des entreprises stratégiques, les données des domaines de la santé, pour les prestataires d'hébergement, donc les entreprises qui hébergent les données des hôpitaux, des médecins. Ils ont créé un référentiel, donc qui reprend entièrement la 27001. Ils n'ont pas réinventé les roues. Ils se sont dit, cette norme, elle existe, elle est reconnue dans le monde entier. On va la reprendre entièrement. Et on va la compléter avec des exigences spécifiques du domaine de la santé. Et du coup, ce référentiel est d'application obligatoire. Donc ça, c'est intéressant. En rendant obligatoire le référentiel qui s'appelle HDS, hébergeur de données de santé, ils rendent obligatoire par les hébergeurs français qui hébergent les données de santé l'application de la 27001. Enfin, 2 autres exemples qui montrent que l'ISO 27001 acquiert une légitimité dans tous les secteurs. Une norme française, donc là, c'est une norme qui a vocation à influer sur le marché français pour les hébergeurs, pour les archiveurs électroniques. Quand ils ont créé cette norme, c'est une norme métier qui décrit les méthodes d'archivage, les outils, les technologies d'archivage. Ils ont recommandé pour assurer la sécurité des données d'appliquer l'ISO 27001. Donc là, on est sur une recommandation. Et cette norme est d'application obligatoire, donc la norme NF archivage électronique pour les archives publiques. Voilà. Donc là, on n'est pas sur une application obligatoire de l'ISO 27001, on est sur une recommandation. Et enfin, dernier référentiel, donc là, on était plutôt sur le secteur public et la normalisation. L'association ENIX, une association de constructeurs automobiles européens, qui est principalement, je veux dire, les principaux donneurs d'ordre au sein de cette association, ce sont les constructeurs automobiles allemands. Je crois que Renault et Peugeot en font partie, mais je pense que c'est les Allemands dans le milieu de l'automobile qui mènent les discussions. Ils ont voulu créer un référentiel pour tous les sous-traitants du milieu automobile, pour tous ces sous-traitants-là, lorsqu'ils ont des projets industriels pour établir des nouveaux véhicules. On a en particulier un grand constructeur allemand qui fait appel à plein de sous-traitants pour différentes activités d'ingénierie, pour que les plans, toutes ces données confidentielles de R&D ne fuitent pas, qu'il n'y ait pas d'espionnage industriel par un pays. Donc ils se sont dit, on va créer un référentiel pour que tous ces gens-là l'appliquent et assurent la sécurité de ces données stratégiques.
Et donc, les constructeurs allemands, aujourd'hui, l'imposent dans leur cahier des charges, par exemple. Pour tous leurs sous-traitants, ils exigent d'assurer cette sécurité des données. Ils ne veulent pas tout ce qui est espionnage industriel, ils n'en veulent plus. Et donc, cette norme, ils se sont basés franchement sur la 27001. Pareil, ils l'ont étendue en apportant des spécificités du milieu de l'automobile. Voilà. Donc, on a vu comment l'ISO 27001 avait été créée, quel était le contexte, et là, on a vu comment elle avait pu influencer l'élaboration de nouveaux textes de référence. Je pense qu'on peut ajouter, ça va faire la transition avec l'autre partie. Vous savez comment on dit norme en anglais, standard. En fait, en France, on a ce problème-là, c'est que norme désigne deux choses. Ça désigne à la fois tout ce qui a trait au domaine réglementaire, texte de loi, texte normatif, etc. Et puis aussi, du coup, c'est standard. Et vous voyez bien finalement comment un standard, qui est la 27001, et sa construction par des entreprises d'abord privées, puis publiques, etc., finalement, au fil du temps, s'est imposé à travers différents domaines tout à fait stratégiques, depuis l'hébergement de données jusqu'au secteur automobile. Et c'est vraiment là, finalement, le rôle un peu de la normalisation, c'est de pouvoir réussir à imposer des standards qui s'imposent dans le monde. Ah oui, peut-être un dernier sujet qui reste à traiter. Cette nécessité de confiance, on l'a vu depuis le départ, ce qui pousse à élaborer des textes, à apporter de la confiance, c'est la prestation de service. Vous faites appel à un prestataire, à un client, qui a une interaction avec votre système d'information, vous voulez qu'il mette en place des mesures de cybersécurité. Et donc, il y a différentes manières d'élaborer des textes. Les professionnels du domaine du numérique, ils vont être à ce niveau-là. Pardon, ils vont surtout se baser sur des normes, la série des normes ISO 27000, ISO 27001, etc. Par contre, aujourd'hui, la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Il y a des entreprises qui n'ont pas le niveau pour appliquer les bonnes pratiques de ces normes. Et même, il y a des entreprises qui sont au-dessus, qui ont des intérêts beaucoup plus stratégiques et qui veulent aller au-delà. Alors, pour chacun de ces maturités, je dirais, en lien avec le numérique, chacun de ces typologies d'acteurs, aujourd'hui, il y a des entités étatiques ou pas qui vont servir, qui vont leur permettre d'avoir des textes à leur mesure. Par exemple, pour les petites entreprises, TPE, collectivités, PME, ETI, aujourd'hui, l'acteur de référence qui est désigné, en France, un acteur étatique, on se base beaucoup sur des acteurs étatiques en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple, c'est le groupement d'intérêt public ACIMA, qui a le site cybermalveillance.gouv.fr. Et eux, ils ont sorti donc des bonnes pratiques, le kit de sensibilisation au risque numérique pour les entreprises. Et pour permettre de contrôler, apporter de la confiance concernant les sous-traitants qui viennent chez elles, les sous-traitants qui font de l'installation de la maintenance informatique, ils ont élaboré également un référentiel, le label Expert Cyber. L'ANSSI, qui au départ a été créée avant le GIP ACIMA, et avant le GIP ACIMA, c'était elle qui avait également une fonction de sensibilisation des petites entreprises. Elle avait créé le guide d'hygiène à l'époque, qu'on peut mettre en rapport avec le guide de sensibilisation au risque numérique. Elle avait également permis de créer une méthode EBIOS qui servait les entreprises à partir des PME, je dirais. Et sa vraie vocation aujourd'hui, elle va plutôt servir aux entreprises stratégiques françaises, leur apporter un soutien, des outils et également élaborer des textes de référence pour les prestataires. Là encore, on est sur les prestataires d'entreprises. Donc, les prestataires des entreprises, des organismes de services essentiels et des organismes d'importance vitale, donc les entreprises à fort enjeu nationaux, les entreprises les grandes entreprises, EDF, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Des grandes banques, des grandes entreprises du secteur de la distribution, des hôpitaux, la poste. Ces entreprises-là stratégiques, elles ont besoin, quand elles font appel à des prestataires, d'avoir des garanties qui vont au-delà de la 27001. Donc là, l'ANSSI a élaboré des textes de référence pour ces prestataires. Et enfin, j'ai à peu près tout dit. Pour les entreprises donc, du secteur du numérique, je le disais au départ, elles vont se tourner vers les normes. Entreprises classiques, les normes. Entreprises qui n'ont pas le niveau pour adhérer aux normes et les mettre en pratique, elles se tournent vers les modèles proposés par cybermalveillance.gouv.fr. Les entreprises qui ont un fort enjeu stratégique, elles vont plutôt se tourner vers les textes de l'ANSSI. Voilà pour schématiser. Et là, du coup, on va passer sur la partie certification en restant sur le domaine d'abord de la sécurité de l'information avec l'ISO 27001 dans le monde. Alors, vous le voyez à travers la carte et vous le voyez aussi à travers les différents pays ici qui sont certifiés. On voit la Chine qui est en
premier, vous voyez bien, ça sort là-haut. Japon, la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'Inde, l'Italie. Voilà, ça ici, c'est 5 premiers. La France, assez loin quand même, hein, quand on regarde le classement, en termes de nombre de certifiés dans cette pays-là. Ça, c'est l'ISO Survey, hein, ici, ces chiffres, l'ISO Survey, c'est réalisé donc chaque année sur les chiffres de 2020. On voit que la France, elle est classée 21e. Donc, on est assez loin là-dessus. Il y a un vrai potentiel en France pour pouvoir monter en maturité sur les enjeux de cybersécurité, d'où notamment tout ce qu'a pu présenter Brice avant pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là et pour vraiment pouvoir faire face finalement à tous les enjeux de la cyber. Vous le voyez à gauche aussi, ce sont les principales normes, en tout cas celles qui sont les plus demandées en termes de certification. ISO 9001 qui concerne le système de management de la qualité est en premier. Et vous retrouvez, du coup, la 27001 en 4e place. Plutôt pas mal dans le classement. Important, en France, la 27001, elle a bénéficié de, on va dire, 3 moments, 3 étapes cruciales finalement dans son histoire. Le premier, c'est WannaCry, donc du coup, qui au moment où Orange s'est fait attaquer par l'intermédiaire d'un de ses sous-traitants, a décidé que tous ces appels d'offres, il y aurait la nécessité d'être certifié 27001 pour pouvoir candidater. Là, ça a été une première étape franchie dans l'adoption finalement de la 27001 par les sous-traitants souhaitant travailler notamment avec des grands comptes. 2018, Brice l'a évoqué tout à l'heure, le décret HDS, hébergement des données de santé, qui dedans oblige les entreprises à pouvoir être certifiées 27001 afin de pouvoir obtenir cette certification HDS et qui permet de traiter, d'héberger des données de santé. Enfin, un troisième sujet, le RGPD, qui est arrivé donc d'application en 2018 et là qui incite finalement, qui oblige même les entreprises à sécuriser les données personnelles et démontrer cette sécurisation. C'est le prochain sujet qu'on va voir, le deuxième pilier finalement de la confiance numérique, la protection des données personnelles. Alors, peut-être tout simplement pour reprendre un petit peu, en 1978, il y avait une loi française. On n'est pas les premiers, mais on fait partie des pionniers. Il y a eu l'Allemagne qui l'avait déjà initiée avant, en 1973. Mais on s'inscrit quand même dans les premiers pays à avoir eu une loi sur la protection des données. Quelques années plus tard, au niveau du Conseil de l'Europe, une convention qui a été adoptée et qui réunissait du coup des membres européens et des membres internationaux, aussi des pays autres que l'Europe. Autour de cette convention, la directive de 1995, et point important, bascule, c'est 2016. 2016, donc on passe finalement sur une directive qui est appliquée finalement de manière différentielle dans chaque pays sur un règlement qui a vocation à harmoniser au sein de toute l'Union européenne le traitement des données personnelles. Ça, c'est un point très important sur la démarche qui est mise en œuvre, notamment sur le numérique, et on va le voir juste après. Et puis derrière, deux autres sujets, les lignes directrices. Donc, on a en fait en Europe un comité qui s'appelle le DPD en anglais, et en français CEPD, Comité européen de la protection des données personnelles, qui est en fait un regroupement des CNIL, les différentes CNIL. Donc, la CNIL, c'est en France, mais dans les autres pays, ça porte un autre nom, mais c'est donc le regroupement de ces commissions nationales dédiées à la protection des données personnelles, qui élaborent ce qu'on appelle des lignes directrices et qui vont expliquer comment est-ce que finalement le RGPD doit s'entendre, se comprendre, et notamment pour la partie relative à la certification. En 2018, ils ont édité les lignes directrices. En 2021, ils les ont complétées pour pouvoir permettre aujourd'hui que des certifications au titre du RGPD apparaissent sur le marché. Et très concrètement, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de la 27001, et on voit de par la construction des différents référentiels permettant la conformité, bien souvent, il est demandé en équivalence sur la partie sécurité d'être certifié 27001. Changement de paradigme apporté par le RGPD, donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'harmonisation au niveau de l'Union européenne. Tous les pays, à peu de choses près, l'âge des mineurs qui peut être choisi finalement d'un pays à l'autre, mais globalement, ce sont les règles qui s'appliquent de la même manière, du droit d'accès, droit à la suppression, droit à la portabilité des données dans chaque pays. Les obligations aussi sur les registres de traitement, l'impact, etc. sont les mêmes. Et avec un point très, très important, dorénavant, il y a un renversement de la charge de la preuve. Les entreprises vont devoir prouver finalement qu'elles sont en conformité. Et ce n'est pas la CNIL, par exemple, qui va devoir démontrer qu'une entreprise
n'est pas conforme. Donc ça, c'est aussi un point important dans cette démarche de conformité. Et on a deux sujets, le privacy by design, c'est-à-dire, en gros, pour qu'une application est conçue, il faut pouvoir, dès le départ, inscrire dedans la notion de protection des données, vraiment, notamment le principe de minimisation des données, les durées de conservation, etc. Et puis, aussi, les utilisateurs sont mis en confiance dès le départ grâce au système d'opt-in. Typiquement, on ne peut pas vous mettre par défaut sur une liste d'emailing. On est d'abord obligé de vous demander votre accord avant de pouvoir vous inscrire dessus, ce qu'on appelle le privacy by default. Ce RGPD, ce qui est intéressant de voir, c'était un peu d'une certaine manière un précurseur quand on voit aujourd'hui finalement tous les règlements européens qui sont en cours de constitution, qui concernent la donnée en particulier. Déjà, on n'est que sur des règlements, on n'est plus sur des directives. Et donc, du coup, ça s'impose de manière uniforme et homogène à l'ensemble des pays européens. Le RGPD concernait la protection des données personnelles. Mais il manquait quand même un autre point, la protection des données industrielles. Ça va prochainement être corrigé grâce à un projet de règlement sur les données, le Data Act. Et il y a plein d'ensembles finalement de législations qui permettent aujourd'hui de donner les moyens à l'Europe, notamment de lutter face à ce qu'on appelle les gatekeepers, ceux qui contrôlent les portes d'entrée du web finalement pour tout le rachat d'entreprises, éviter de tuer la concurrence, etc., avec le DMA, et puis tout ce qui est la législation sur les contenus numériques et les services numériques avec le DSA, et puis un règlement aussi sur l'intelligence artificielle. Tout ça pour arriver finalement sur grand principe. Donc, à travers le RGPD, on l'a vu, dorénavant, il est possible de venir certifier une organisation au titre de l'article 42 du RGPD. Dès le départ, le RGPD avait été pensé pour pouvoir être un règlement ouvrant à la certification. En termes de certification, on a différents types de certification. On a celle de personnes. Alors, sur le RGPD, c'est peut-être celui qui a vocation dans les entreprises à s'en occuper, ce qu'on appelle le DPO, le délégué à la protection des données. Mais il y a aussi d'autres certifications de produits. Typiquement, vous connaissez peut-être la marque NF. La marque NF 552 a vocation à certifier des produits conformément au RGPD. Label Privacy Tech aussi, par exemple. On a aussi des certifications qui visent cette fois-ci plutôt l'organisation et pas le produit en tant que tel. Cette fois-ci, on est sur ce qu'on appelle les systèmes de management. C'est comment est-ce que l'organisation se structure pour faire face à un enjeu. Si on prend par exemple celui de la cybersécurité, c'est comment est-ce que l'entreprise se structure, sensibilise son personnel, sa direction est impliquée dans les démarches, etc. C'est ce qu'on appelle les groupes d'amélioration continue, PDCA. Et la certification de traitement ou certification de service. Et c'est là où on va retrouver véritablement les certifications reconnues au titre du RGPD. On va venir certifier en fait des traitements de données personnelles un par un. Et non pas toute une organisation de son intégralité. Ça va vraiment être un focus sur chaque traitement. Et d'ailleurs, ça fait écho au registre de traitement qui est une obligation pour les entreprises dans le cadre de la cartographie de ces traitements de données. Il y a des caractéristiques importantes à connaître un peu sur la certification. On peut vous poser la question, quelle est la différence entre un label, entre une certification, etc. Un point important, c'est finalement qui délivre cette certification. Nous aussi, par exemple, chez AFNOR, on a des labels, mais on met en place derrière des process qui permettent de les délivrer. Un point important, c'est l'accréditation. Typiquement, nous, sur la 27 clients, on l'a accrédité par le COFRAC. C'est un organisme qui va s'assurer qu'on respecte un ensemble de procédures. En fait, c'est notre organisme certificateur. On l'appelle notre accréditeur. Point important, il y a aussi des audits sur différentes parties. Quand on parle d'un audit 27 000 certification, on est sur ce qu'on appelle un audit tierce partie. Donc, c'est réalisé par une entreprise qui n'a aucune partie prenante avec l'organisation qui se fait certifier. Sur l'audit première partie, c'est l'organisation elle-même qui va faire son propre audit pour savoir où est-ce qu'elle se situe par rapport à une thématique. Et puis l'audit seconde partie, c'est un audit un peu intermédiaire. Et là, c'est elle-même qui va payer pour savoir où est-ce qu'elle se situe par rapport à un référentiel en particulier, dans la perspective d'un audit de certification. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, elle est volontaire, la certification, en particulier dans cette mais elle peut être rendue obligatoire par la loi, et typiquement avec HDS. Enfin, une certification, pourquoi
pour les entreprises, bien entendu, c'est de démontrer la maturité et la conformité. On l'a vu avec le cas Orange tout à l'heure, notamment, c'est pour pouvoir s'assurer que les partenaires économiques aient un niveau de conformité suffisant pour faire face, par exemple, aux enjeux de cybersécurité avec la 27001. Renforcer la confiance avec ses partenaires économiques, partir à la conquête de nouveaux marchés, de nouveaux clients. On voit avec HDS, par exemple, les obligations réglementaires dans la monnaie. Très rapidement, comment se passe une demande de certification pour une entreprise? Donc, elle effectue sa demande, là, on va voir son périmètre, on va savoir finalement le temps d'audit nécessaire pour venir certifier éventuellement l'entreprise. Point important, une entreprise ne paie pas pour une certification, elle paye pour un audit qui potentiellement va lui délivrer une certification. Dès le départ, il n'est pas impossible finalement que la certification lui soit refusée. Rédaction du contrat, l'examen de la documentation par l'organisme certificateur. On a en fait, lorsqu'on fait un audit, typiquement un audit de système de management, ce qu'on appelle une partie documentaire, on va étudier tous les process mis en place par l'organisation, d'observation, aussi comment est-ce que tout ce qui se passe finalement dans l'entreprise, mais qui ne peut pas être processé, et puis aussi des interviews qui sont réalisées avec les différentes parties prenantes. C'est ce qu'on va retrouver ici sur la partie audit sur site. Et puis derrière, finalement, pour chacune des exigences, on va avoir la conformité, la non-conformité. Lorsqu'il y a trop de non-conformité, on demande des actions correctives avant, éventuellement, d'avoir un certificat. Ce qu'il faut savoir sur une certification comme la 27001 ou ceux du RGPD, c'est que l'audit est délivré en année 1 et puis en année 2 et 3, ce qu'on appelle des audits de suivi, qui nous permettent de s'assurer que l'organisation est toujours finalement conforme aux exigences. Alors, juste pour rajouter, donc Arthur vous disait qu'une certification, c'est volontaire la plupart du temps. Dans certains cas, une certification peut être imposée par la loi ou la réglementation. Pour les hébergeurs de données de santé, c'est ça. Un hébergeur ne peut pas héberger les données d'un hôpital aujourd'hui, des données de santé, s'il n'est pas certifié ISO 27001, s'il n'a pas été audité favorablement par un organisme de certification. Mais il y a des cas aussi où c'est le marché qui l'impose, comme dans le cas des constructeurs allemands. Vous ne pouvez pas être un sous-traitant de constructeurs allemands au jour d'aujourd'hui si vous n'avez pas la certification TISAX que vous avez nommée tout à l'heure en termes de cybersécurité, parce que dans les cahiers des charges, quand ils cherchent un sous-traitant, ils le mentionnent comme condition obligatoire. Donc maintenant, on va parler de la certification European Cloud Service, EICS. Donc ça, c'est un bel exemple aussi de coopération au sein de l'Europe. Donc ce texte de référence donc, a été élaboré, donc il y a tout un historique. Il appartient à l'ENISA, qui est l'agence européenne en lien avec la cybersécurité. Donc, en France, nous avons l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est sous la responsabilité du Premier ministre, qui est chargé d'aider les grandes entreprises françaises à avoir un niveau de cybersécurité acceptable. Elle les aide aussi quand ils se font cyberattaquer, par exemple. C'est un peu un ministère de la cybersécurité, si vous voulez, entre guillemets. Et il y en a dans chaque pays. En Allemagne, c'est pas le même. Il y a le BSI, c'est l'ANSSI allemande. Ils ont comme ça une agence nationale de sécurité de l'information. Il y en a une en Italie, il y en a dans chaque pays. Et bref, tous ces pays-là avaient, pour les hébergeurs de données qui hébergent des données stratégiques, des textes de référence à appliquer. En France, l'ANSSI, elle avait un texte qui s'appelle SecNumCloud. L'Allemagne avait un texte qui s'appelait le C5. C'était une certification pour les hébergeurs de données, mais une certification à haut niveau. En Hollande, ils avaient la Zeker Online, un texte de la Zeker Online Foundation. Il y avait une certification en Italie aussi. À chaque fois, certification très haut niveau en termes de cybersécurité pour les hébergeurs de données. Et en 2019, il est apparu le Cyber Security Act. Donc, c'est un règlement européen qui, dans ce règlement, a détaillé les missions de l'ENISA, donc l'agence nationale européenne qui avait été créée, comment elle allait se coordonner avec les agences nationales en lien avec la cybersécurité. Et elle a également détaillé dans ce texte, dans ce règlement, une stratégie pour élaborer des certifications qui influeraient sur toute l'Europe, en lien avec la cybersécurité. Et avec une stratégie également pour élaborer des sujets, pour rédiger des textes de référence, et quelles allaient être les missions de l'ENISA dans le cadre de ces certifications. Et du coup,
à la suite de ça, il était décidé d'avoir un texte de référence pour les hébergeurs de données, mais qui influerait sur toute l'Europe, qui serait en quelque sorte, qui harmoniserait tous les textes de référence existants. Donc l'ENISA, elle a monté un groupe de travail et avec les différentes agences nationales en lien avec la sécurité de l'information et quelques acteurs privés qui ont fait certaines propositions, et d'autres acteurs privés également qui ont participé au débat, un texte de référence EUCS a été élaboré. Et ce texte de référence est associé à une certification, à des audits de certification, et il appartient à l'ENISA. C'est comme ça qu'on peut avoir des niveaux de sécurité harmonisés dans toute l'Europe. Le but, c'est ça, c'est d'avoir une cybersécurité, des normes et des niveaux harmonisés sur toute l'Europe, afin d'acquérir une certaine souveraineté. Et le processus est long, mais intéressant quand on voit la 27001, où elle était à la base, et qu'aujourd'hui, finalement, d'une certaine manière, sa structure, son corps, se retrouve à l'intérieur d'une portée finalement par la réglementation de Cybersécurité Act pour finalement que l'UCS devienne une certification au niveau européen. Enfin, pour terminer, on peut s'intéresser au cas de l'intelligence artificielle aujourd'hui et de voir comment la réglementation et les normes se coordonnent. Donc, il y a une proposition de règlement qui établit des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle en Europe. Le but, c'est d'instaurer de la confiance en s'appuyant sur du niveau de risque minimal, limité, haut risque et inacceptable. Pour les systèmes à haut risque, l'étape, ça va être une évaluation de la conformité qui va être requise préalablement à un marquage CE. Marquage CE, c'est un gage de confiance. C'est une obligation pour les produits. Pour les produits. Et enfin, un système de surveillance est mis en œuvre suite à la commercialisation. Ça, c'est des certifications avec des audits. C'est en fait, même si effectivement il y a un niveau de conformité à la base, il faut tout au long finalement du process s'assurer en continu. On est là un peu sur la démarche d'amélioration continue, que le produit respecte toujours finalement la conformité initiale. Et ça, pour y parvenir, justement, il y a tout un ensemble un peu de normes harmonisées qui sont mises en avant dans le texte et qui vont permettre à l'entreprise de bien prouver sa conformité par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle. Normes harmonisées, c'est un point assez important. Au niveau, elles sont au niveau européen. Elles permettent, en fait, elles sont citées dans la réglementation, elles permettent vraiment de faire le lien entre la réglementation et les normes. C'est un peu une étape intermédiaire. Vous avez aussi un endroit qui peut être intéressant pour vous sur le site de Normes Info pour aller chercher finalement tout ce qui est comme normes en cours d'élaboration qui sont publiées ou en cours d'enquête publique préalablement finalement à la réalisation d'une norme, ce qu'on appelle l'enquête publique et qui va permettre de rassembler autour de table l'ensemble des entreprises intéressées par le sujet. Donc, par exemple, sur l'IA, il y a actuellement une cellule sur le système de management de l'intelligence artificielle et comment finalement l'organisation de l'IA se structure. Un point important peut-être à mentionner, c'est qu'il y a un grand défi l'IA qui à l'heure actuelle en France, où Afnar a été mandaté pour pouvoir justement contribuer à réaliser des normes et finalement que la France soit un des pays qui puisse pousser des normes qui auront vocation aussi à se retrouver justement dans les normes harmonisées, donc au sein de la réglementation et qui permettront la conformité. Donc c'est toujours effectivement intéressant de pouvoir être à la base et de pouvoir véritablement initier ces standards. Une petite cartographie assez rapide, mais on va la passer. L'idée, c'est de pouvoir voir, il y a une date sur celle-ci de 2020, mais ça donne quand même une idée sur l'intelligence artificielle, les différents thèmes qui sont abordés, ainsi que les sujets, la terminologie, la conception de l'algorithmie, tout ce qui va toucher finalement l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a derrière comme terme, le big data. On a aussi tous les cas d'usage, potentiellement, après avec les véhicules autonomes, tout ce qui est notamment la cybersécurité, fintech. Voilà, l'idée, c'est qu'on voit que sur un sujet comme l'intelligence artificielle, il y a potentiellement différents standards qui peuvent être élaborés pour permettre à cette technologie de prendre son essor. Et un dernier slide pour synthétiser tout ce qu'on vient de vous dire, qui soit le plus clair possible. Première partie, on a vu toute la transformation numérique, les mutations technologiques qui sont en cours,
l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle, etc., jusqu'au métaverse éventuel. On a vu qu'il y avait plein d'évolutions réglementaires en cours. Vraiment, au niveau européen, il y a toute une transformation qui est en train de s'effectuer, qui crée aussi une instabilité pour les organisations, notamment de savoir sur qui s'appuyer, est-ce que les entreprises, les partenaires économiques sont eux conformes à cette nouvelle réglementation. L'explosion des risques cyber, on le voit, l'ANSSI a évoqué entre 2020 et 2021 une multiplication par 4 du nombre d'incidents, et bien entendu tout ce qui est lié à la maîtrise des données, autant protection des données personnelles que maîtrise des données industrielles, aussi sur l'ouverture et le partage des données entre les acteurs. Et donc dans ce cadre-là, on a véritablement sur cette instabilité deux niveaux, à la fois les normes pour la constitution de standards qui vont permettre véritablement de créer de la confiance, permettre aux organisations d'abord finalement pourquoi participer à l'élaboration d'un standard, c'est comprendre les orientations stratégiques en cours. Ensuite, c'est pouvoir faire porter sa voix au sein des normes et des standards. Éventuellement, pouvoir créer des barrières à l'entrée aussi pour les concurrents, une démarche économique, très clairement. Et puis, pourquoi pas réussir à imposer sa solution comme un standard. Enfin, les intérêts stratégiques de la certification dans ce cadre-là, c'est bien entendu pour créer de la confiance pour le commerce électronique. On l'a vu précédemment, tous les textes qui font référence à la confiance concernent le commerce électronique. Sans confiance, vous n'achetez pas sur Internet, par exemple, typiquement. Répondre à la demande de transparence des consommateurs, créer un cadre de confiance pour l'essor des nouvelles technologies, et puis, bien entendu, partir à la conquête de marchés de clients, y compris pour les obligations réglementaires. On espère que ça synthétise tout de manière assez simple sur un sujet qui n'est pas le plus simple possible, relativement complexe et abstrait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir.